Je veux commencer avec une toute petite réflexion terminologique parce que j'ai constaté que turco-allemand ou germano-turc, ça semble bizarre aux francophones. Donc, je vais vous présenter en gros deux écrivains, un cinéaste allemand, germanophone, mais d'origine turque. Et ces gens-là, on les appelle en Allemagne Deutsch-Türken. Donc nous, on ne parle pas tellement de communauté turque, quelque chose comme ça, mais donc on parle de Deutsch-Türken, donc turco-allemand, ce qui veut mettre l'accent sur le fait qu'ils font partie des deux cultures. Et ça, c'est très important pour mon exposé, parce que ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est que ces deux personnes et les intellectuels turco-allemands sont influencés par la mémoire de la Shoah et ils sont confrontés également à la mémoire du génocide arménien. Et donc, il y a donc une constellation intéressante. Donc, si j'étais très optimiste, je dirais ils peuvent profiter d'une certaine mémoire de la Shoah et employer ça pour la mémoire du génocide arménien. Et peut-être, c'est d'ailleurs l'intention de Fatih Akin, le cinéaste, influencer le discours turc. Parce qu'ils ont ils ont des origines turques, donc ils sont présents aussi, partiellement, en tout cas dans le public turc. Donc ils pourraient influencer le discours turc avec cette influence du discours allemand sur la Shoah. Donc ça, c'est l'idée principale de ce que je vais vous expliquer. Bon, donc je vais commencer. La mondialisation et la migration ont changé le visage de l'Allemagne. Zafer Genocak, l'écrivain que je vais vous présenter, parle de l'Allemagne comme un pays tropical, en employant d'ailleurs une expression de Elias Canetti, un auteur juif allemand également. Donc, l'Allemagne, un pays tropical, un pays qui ne peut plus se définir par une identité nationale homogène et s'en servir contre d'autres. Il n'y a pas de culture de référence allemande au sens où les vertus allemandes et la mentalité allemande pourraient se définir clairement et ainsi servir de base à l'assimilation des immigrants. Le populisme de droite brandit la menace du supposé chaos d'un multiculturalisme déréglé et il appelle de ses voeux des racines culturelles que tout esprit critique doit considérer comme imaginaires. Dans ce contexte, la politique identitaire dans une Allemagne tropicale ne devrait pas se limiter à nier les conflits, mais elle devrait les mettre en avant de façon intelligente et productive. Cela vaut certainement aussi pour la culture germano-turque et les relations culturelles germano-turques. Il est impossible de fonder une véritable rencontre et une véritable amitié sur la minimisation ou le refoulement de la différence. Il faut au contraire travailler ces différences. Ce faisant, l'interculturalité consiste aussi à comparer le traitement des souvenirs négatifs de la mémoire collective dans différentes sociétés et différentes cultures et d'en tirer les leçons. Dans cette perspective, mon exposé s'intéresse à la mémoire de la déportation et de l'assassinat de centaines de milliers d'Arméniens dans l'Empire ottoman pendant la Première Guerre mondiale et avant. Depuis les années 1970, la mémoire collective allemande est dominée par la mémoire de la Shoah. Aujourd'hui encore, la pensée historique allemande et avec elle, l'identité collective allemande est liée aux crimes commis contre les Juifs d'Europe au nom du peuple allemand. Il est intéressant de savoir comment les immigrants turcs abordent cette question. Quel est le rapport des immigrants venus en Allemagne avec ce crime contre l'humanité commis au nom de leur pays d'accueil? Les immigrants peuvent-ils partager ce nouvel impératif catégorique formulé par Theodor W. Adorno, selon lequel Auschwitz ne doit jamais se répéter? Mais il n'y a pas seulement cette question qui reste largement ouverte. La préoccupation d'Adorno contient une ambiguïté qui est seulement apparue depuis quelque temps et que l'on peut désigner comme une sorte d'internationalisation de la mémoire de la Shoah. Car non seulement les Allemands, en tant que responsables de la Shoah, commémorent ce crime, d'autres nations et d'autres cultures s'interrogent également sur leur position vis-à-vis du génocide et sur leur attitude vis-à-vis des criminels et des victimes. Et surtout,
l'idée de la répétition implique l'inacceptable possibilité que les événements de la Shoah, dont on ne cesse de souligner la singularité, puissent d'une manière ou d'une autre se reproduire. Le Cambodge, Srebrenica et le Rwanda sont des noms associés à la perspective d'une recherche comparative sur les génocides, dont l'objectif n'est nullement de relativiser les crimes de la Shoah, mais au contraire de tirer les leçons d'Auschwitz et d'intervenir partout où un sort semblable menace des victimes innocentes. Dans les relations germano-turques, il s'agit cependant moins de la question d'une répétition de la Shoah que de celle de possibles faits précurseurs. La déportation des Arméniens de leurs territoires ancestraux pendant la Première Guerre mondiale, les marches de la mort vers les déserts de Mésopotamie et l'assassinat d'hommes, de vieillards, de femmes et d'enfants sans défense représentent un événement auquel la Turquie, malgré le recul temporel, commence tout juste à se confronter, comme on vient d'entendre. Mais dans la mesure où la culture turque fait maintenant partie de la culture allemande, la mémoire arménienne fait également partie de la mémoire allemande, d'autant plus que les Allemands sont à considérer comme des acolytes, voire des complices des crimes survenus en 1915 en Asie mineure. Car l'Allemagne était l'allié de l'Empire ottoman et elle était le partenaire le plus fort dans cette alliance, sans l'approbation duquel rien ne pouvait se décider. Il se pose ainsi la question de savoir comment la Nouvelle-Allemagne traite de la mémoire arménienne. Les Allemands peuvent-ils aborder ce sujet avec des Turcs sans vouloir se décharger eux-mêmes de la culpabilité de la Shoah? Et peut-il y avoir un discours interculturel sur les génocides qui, ne se limitant pas à des accusations réciproques, aurait comme objectif commun de préserver la mémoire des victimes innocentes, établissant ainsi une justice historique? Question grave et compliquée auxquelles je ne vais pas répondre totalement, bien sûr. Ici, il s'agira de montrer comment la littérature et le cinéma germano-turc tentent de s'approcher de la mémoire arménienne pour rendre justice aux victimes et de savoir si et dans quelle mesure le discours germano-juif peut inspirer le dialogue, voire le trialogue germano-turc-arménien. Dans le cadre d'une analyse littéraire, mon argumentation part du constat que les textes littéraires assument une fonction particulière dans la mémoire de la culpabilité et des crimes, et qu'ils peuvent encourager de manière décisive la mémoire collective d'événements négatifs en permettant l'empathie et la réflexion critique. En ce sens, la mémoire collective allemande a tiré ses leçons de la littérature après Auschwitz et la question se pose de savoir si et dans quelle mesure les textes littéraires peuvent également encourager un dialogue entre Turcs et Arméniens par la médiation de la langue allemande. J'ai quelques pages sur Jean Améry, de qui je parle volontiers à Bruxelles parce qu'il a longtemps habité ici, mais je vais rester un peu bref. Mais le centre, la chose la plus intéressante, il y a beaucoup de choses intéressantes, mais la chose la plus intéressante pour les Allemands dans les écrits de Jean Améry, donc le survivant juif, le plus important c'est qu'il a dit l'attitude que les Allemands devraient aborder, c'est une sorte d'automéfiance. Donc une automéfiance qui résulte de l'histoire et donc qui sera donc l'attitude envers l'identité allemande et le collectif national. Et donc ce que les germano-turcs pouvaient apprendre de Jean Améry ou du discours de la mémoire de la Shoah, c'est qu'on peut être automéfiant sans être tout à fait négatif envers sa propre identité. Et ça, c'est une chose très importante parce que très souvent, quand je parle à des Turcs sur les questions arméniennes, ils disent, les gens qui nous parlent de l'Arménie ne nous aiment pas, enfin, nous veulent du mal, c'est ça. Et donc, il faut être capable de construire une identité collective qui peut aussi réfléchir aux aspects négatifs de l'histoire. Et les Allemands en ont eu beaucoup et ont essayé de le faire.
Zafer Chenojak, alors, est un auteur turco-allemand et il a écrit un roman qui s'appelle Parenté dangereuse, qui est apparu en 1998. Le narrateur, dont je vais vous expliquer un peu ce roman, le narrateur à la première personne s'appelle Sascha Musteşem. Il est né en Allemagne d'une mère juive allemande et d'un père turc. Donc voilà une constellation déjà très intéressante. Il rentre à Berlin en 1992 après un long séjour aux États-Unis. Il s'aperçoit que la ville a fortement changé en son absence, et beaucoup d'Allemands réfléchissent à présent sur leur origine, sur l'histoire et l'identité nationale, avec une tendance à exclure les immigrés de la ville. Donc, face à ces attentes, tout le monde demande toujours au narrateur quelle est ton identité, quelle est la passé de ta famille. Face à ces attentes, le narrateur essaye de rester flexible, de faire l'économie d'une identité fixe et de ne pas se sentir responsable des actions et de l'attitude d'un collectif national. Je cite, « Je ne suis pas un tout, explique-t-il, il me manque une moitié pour qu'on puisse me prendre pour un tout. Je remplace cette moitié manquante par une identité qui tient de la prothèse, un je ne sais quoi qu'on m'aurait prêté et que je pourrais changer en fonction du temps et du lieu. » Mais au cours du roman, on comprend, le narrateur comprend que cela n'est pas si facile que ça, parce qu'il trouve des documents de son grand-père, et son grand-père était évidemment turc, et il faisait partie du comité du groupe turc pendant les Jeux olympiques en Allemagne en 1936. Et il lit des écrits de son grand-père, et il constate une implication de ce grand-père dans les crimes contre les Arméniens. Je cite, « Je suis le petit-fils de victimes et de bourreaux. Je ne crois pas à l'hérédité de la faute, pas plus que la faute ne se transmet des bourreaux aux victimes. La faute s'enfonce dans le sol du lieu où elle a été commise. Elle s'enracine en profondeur sous les pieds du bourreau. De toutes mes forces, je déchirerai la terre qu'a foulée mon grand-père. À l'appel, j'exhumerai sa faute pour l'en libérer. » Mais raconter ne signifie pas disculper. Et l'intention du narrateur de trouver des excuses montre de façon bien évidente au lecteur du roman la présence d'une faute et la nécessité de s'en souvenir. Ce faisant, le roman se montre sceptique face à une reconstitution positiviste du passé, mettant l'accent sur la part des éléments fictionnels dans le récit du passé. Je cite, « Cela faisait déjà longtemps que j'avais décidé de renoncer à reconstituer la vie de mon grand-père, je préférais l'inventer. » Avec cette remarque, le narrateur s'en prend à l'élan de son amie Marie, une Allemande, qui travaille comme journaliste et qui veut avant tout découvrir et documenter les traces du passé arménien dans différents endroits en Allemagne. Dans la mesure où le roman de Chenojak souligne l'importance de la fiction dans la reconstitution d'événements historiques, il reflète indirectement le questionnement méthodologique de l'historiographie, avancé essentiellement par Hayden White, qui a mis en avant l'importance de trames fictionnelles dans l'historiographie scientifique elle-même. Chenojak montre qu'une invention littéraire suffisamment complexe, car autoréflexive, ne conduit pas forcément au refoulement de la faute historique et à la disculpation des générations concernées, mais qu'une identification avec les ancêtres peut au contraire aller de pair avec la conscience de leur implication dans l'histoire des crimes du XXe siècle. Le grand-père, je cite, donc c'est ce qu'il constate, le grand-père à 25 ans, héros du front Est, il est le premier à dresser une liste nominative des Arméniens destinés à la déportation. Selon toute vraisemblance, la liste a dû compter quelques 500 noms. Il reste un nom de la liste, un parmi 500, le nom d'une femme. C'est une lettre de cette femme qui a poussé le grand-père, donc qui a survécu, qui a poussé le grand-père au suicide, et le fait de penser à elle produit l'empathie envers les victimes pour les lecteurs, une empathie à laquelle le descendant aurait volontiers échappé. C'est ainsi que s'établit un lien entre la mémoire individuelle et la mémoire collective,
et le descendant des criminels turcs accepte la faute dans la continuité de laquelle il se trouve, même s'il refuse une identité turque et une identification avec ses origines. On peut ainsi établir des liens entre les réflexions de Jean Améry et le roman de Chenojak. Pour la mémoire collective, il ne s'agit pas de se sentir coupable en prenant à son compte la faute des aïeux. Il s'agit au contraire de développer l'empathie avec les victimes et leurs descendants, de leur transmettre une reconnaissance ainsi que la conscience que les souffrances de leurs ancêtres ne sont pas oubliées. La littérature germano-turque participe ainsi à un dialogue turco-arménien dont les contours s'esquissent malgré la souffrance, le refoulement et une nouvelle violence. Et la mémoire arménienne retourne en Allemagne car les immigrants turcs la portent comme un fardeau que les Allemands doivent également porter car leur position de force en Anatolie pendant la Première Guerre mondiale en a fait des acolytes et complices de la violence. Hrant Dink, je suis un peu bref là-dessus, mais Hrant Dink a mis l'accent dans ses écrits sur les termes de la reconnaissance et de l'empathie. Donc il dit ce qu'il voulait des Turcs, il ne voulait pas de règlement financier, des choses comme ça, mais il voulait une empathie, donc une chose émotionnelle et une reconnaissance des douleurs des victimes. Et c'est cette attitude qui est très importante pour le cinéaste Fatih Akin, dont je vais vous parler maintenant, pour finir. En remportant l'Ours d'or de la Berlinale de 2004 pour Head On, Fatih Akin a déjà pu démontrer sa capacité à porter à l'écran des grands sentiments dans un contexte socialement explosif. Après, de l'autre côté, film complexe sur la mort, il vient de terminer sa trilogie sur l'amour, la mort et le diable avec le dernier volet, The Cat, paru en 2014, qui traite de la déportation et de l'extermination des Arméniens pendant la Première Guerre mondiale. En tant qu'Allemand d'origine turque, Fatih Akin fut impressionné par la personnalité et l'action de Hrant Dink. Il avait le projet de tourner un film sur ce journaliste arméno-turc assassiné, mais il n'a pas pu trouver d'acteur turc pour le faire, comme il le dit lui-même. C'est ainsi qu'est né le projet pour The Cat, film décrivant le destin d'un forgeron arménien originaire de Mardin qui, après avoir été séparé de sa famille et contraint aux travaux forcés, s'enfuit finalement à Alep. Lorsqu'un Arabe enrôlé de force par les soldats turcs doit l'assassiner en lui tranchant la gorge, il ne lui coupe que les cordes vocales et c'est alors en tant que victime silencieuse qu'il va à la recherche de ses filles jumelles qui, ayant pu échapper à l'extermination, ont été emmenées en Amérique. Après une longue recherche qui le conduit à Cuba, en Floride, finalement au Minnesota, puis au Dakota du Nord, il retrouve une de ses filles vivantes, mais ne peut rendre visite à l'autre qu'au cimetière. Déjà en amont de la sortie du film à la Biennale de Venise, des nationalistes turcs ont lancé des menaces de mort contre le cinéaste et contre la revue Agos, au point qu'Akin a dû temporairement recourir à des mesures de protection de sa personne. Dans le générique du film, le cinéaste évoque entre autres « Mon professeur Hrant Dink » et pour réaliser le film, Akin s'est assuré de l'aide de Mardik Martin, d'origine arménienne, qui a travaillé avec Scorsese et qui a coécrit le scénario du film. Le fait que la critique a globalement accueilli son film de façon négative était inhabituel pour Fatih Akin. On a reproché au film d'être apolitique et qu'il ne montre ni les criminels ni la genèse du crime contre les Arméniens, et parce qu'il mise sur l'émotion et l'empathie et non pas sur la réflexion. On a surtout critiqué la deuxième partie du film qui, à la manière d'un western ou d'un road movie, montre un homme seul à la recherche de ses filles et perdant ainsi de vue la dimension politique du sujet. Akin défend sa conception en arguant qu'il a voulu faire un film grand public,
et un film également destiné au public turc, ce qui est très important, je crois. C'est la raison pour laquelle il n'avait pas opté pour une pièce didactique politique, comme il dit. Il s'agissait pour lui de montrer l'humanité des victimes arméniennes et de déclencher également un bouleversement chez les descendants des responsables. Il a voulu introduire clandestinement, comme il disait, certains aspects et images avec l'intention de rompre la carapace de l'oubli et de la distance qui, jusqu'à présent, rend quasi impossible en Turquie la confrontation aux crimes contre les Arméniens. En recourant, par exemple, à la symbolique de la croix chrétienne pour décrire les victimes arméniennes, les spectateurs musulmans se trouvent également dans la nécessité de comprendre et de traiter l'autre comme un être humain. Dans le contexte de nos réflexions, Akin, contrairement à Zafer Şenocak, n'a donc pas l'intention de présenter et d'intensifier un processus de réflexion autocritique, mais de générer de l'empathie avec les victimes et d'entamer ainsi, de façon tout à fait classique, un processus cathartique qui provoquera de la compassion. Les scènes qui montrent la mise à mort et les violences infligées aux Arméniens non armés, ainsi que l'exemple frappant d'un camp de la mort, sont censés déclencher de la consternation et de rendre possible une identification avec les victimes. Ce film donne littéralement une voix à une victime devenue muette, et il mise précisément sur l'émotion et l'empathie afin de déclencher du désarroi. Akin considère cette catharsis comme nécessaire pour stimuler la disposition à une réflexion critique sur les événements qui se sont déroulés dans le désert syrien et sur une mémoire collective qui fait face au passé. En tant qu'Allemand d'origine turque, Akin a été socialisé avec les efforts faits par l'Allemagne pour développer une mémoire réflexive de la Shoah. Et il fait savoir qu'une solidarité émotionnelle avec les victimes des crimes de nos ascendants est possible, sans que cela conduise à une identité brisée. Les critiques de cinéma de l'establishment allemand n'ont pas compris cette intention. Ils ont réclamé de façon partiale un cinéma intellectuel qui déclencherait des processus intellectuels complexes grâce au moyen de la distanciation et de la réflexion. Fatih Akin, en revanche, a régi un auteur de mélodrame, en intégrant le film sur les Arméniens dans sa trilogie qui aborde l'identité postmoderne en Allemagne et en Turquie avec des images tout à fait pathétiques et émotionnelles. Mais avec The Cut, c'est aussi la mémoire collective allemande qui a reçu de nouvelles images mémorielles qu'elle peut classer à côté des images de la liste de Schindler, de Spielberg et de Shoah de Claude Lanzmann. Avec les images d'Akin, les Allemands d'origine turque pourraient peut-être même servir d'exemple pour la société turque, dans la mesure où ils montrent que la mémoire de la symbiose négative turco-arménienne, c'est ainsi que Dan Diner avait caractérisé les relations judéo-allemandes, donc une symbiose négative turco-arménienne est compatible avec une identité collective réflexive des Turcs, et que Turcs et Allemands, en tant que descendants des criminels, peuvent se redéfinir grâce à une ouverture empathique envers les victimes. Avec le roman Parenté dangereuse et le film The Cut, Zafer Şenocak et Fatih Akin ont été les premiers à œuvrer de façon remarquable pour une mémoire germano-turco-arménienne en employant de façon complémentaire une poétique de la réflexion et une esthétique de l'empathie et de la catharsis pour arracher de l'oubli l'extermination des Arméniens et pour en faire l'héritage d'une pratique qui aujourd'hui soutient et accueille les minorités et les réfugiés. L'actualité concernante de cette exigence se déploie tous les jours dans les médias. Merci.